m'est arrivé une fois en traversant le village. Dans le détail, le village se présente avec une seule rue. Une seule rue qui se tord comme un S mal fait. De chaque côté de cette rue, des maisons. Rien plus bas, rien plus haut. C'est un village qu'on appelle le bout du monde. Parce que du temps où nous n'habitions pas ici, la route qui venait au village s'arrêtait au bout du village. Là où il y a l'église, c'était le gouffre. Depuis, ils ont essayé de faire une route. Dans ce village, pendant des années, je suis sorti de temps en temps, mais en évitant les maisons. Il y a plusieurs quartiers, tout en étant si petit. Il y en a 3. Le quartier d'en haut, le quartier du centre et le quartier d'en bas. Encore que le haut et le bas n'aient comme différence que quelques mètres. Le quartier d'en haut, c'est celui que j'habite. Il est fait de 5 ou 6 maisons, habitées par 5 ou 6 familles. Dans ce quartier-là, on se connaît tous. On se connaît tous sans avoir besoin de se parler. La vie l'été, c'est la vie du cultivateur de montagne, qui fout le camp avec ses bœufs ou quelquefois avec son petit tracteur, qui ramasse son foin ou ses poignées de blé. À l'automne, un peu de chou et un peu de patates. L'hiver, c'est la vie tout à fait intérieure dans la maison. C'est là où l'on boit, où l'on bouffe énormément de cochons, où l'on fume, certainement aussi où l'on baisse pour avoir des gosses au printemps, juste avant la fanaison ou la moisson. Dans mon quartier, donc, je connais tous les gars. Je connais leurs femmes, je connais leurs gosses, sans leur avoir jamais beaucoup parlé. Dans le quartier du centre, ceux-là, je les ai aperçus. J'aurais du mal à leur donner leur nom. Beaucoup de mal si je les rencontrais ailleurs qu'ici à leur fixer un point, à savoir peut-être même s'ils habitent dans le village ou pas. Et dans le quartier d'en bas, alors que ça fait 10 ans qu'on habite ici, et qu'on est 80, c'est-à-dire une quinzaine ou une vingtaine de familles, je les ai jamais vus. Je les ai jamais croisés. Et si je suis arrivé un jour à en croiser un ou deux, je les ai même pas regardés. Je les connais moins que les arbres sur les chemins. On se fait jamais signe, ni bonjour, ni au revoir. J'ai l'impression que si je crevais, il n'y en a pas un qui s'arrêterait. Je ferais peut-être pareil qu'eux. Il y a donc le quartier d'en haut. Je me suis attelé, non pas à la tâche, mais non pas non plus voulant m'intégrer dans le quartier d'en haut. Mais j'ai ressenti, au bout de plusieurs années, ce besoin qu'on n'arrivera pas à expliquer. Eu besoin de serrer des mains. Eu besoin aussi un peu de leur parler et de les entendre me répondre. Alors j'ai commencé par le plus proche. Un vieux bonhomme de 82 ans, qui n'a qu'une jambe. C'est le vétéran du village. Le vétéran du quartier d'en haut, en tout cas. Il paraît qu'il y avait un type qu'on appelait le Mexicain, parce qu'il était peut-être allé au Mexique, ou pas du tout. Celui-là, je ne l'ai jamais vu, il est mort sans que je le connaisse. Il paraît qu'il restait tout le temps assis sur une pierre à se faire chauffer au soleil. Et quand il est crevé, c'est les mouches qui ont donné l'alerte. On l'a vu toute une après-midi assis au soleil, et puis, quand les gars sont rentrés des champs, il y avait plein de mouches vertes et bleues qui lui collaient sur la gueule et sur la bouche. Ça, je ne l'ai pas vu. Alors mon voisin,
le mutilé que certains appelaient pilon parce que c'était une jambe de bois qu'il avait pour s'appuyer dessus. Je suis arrivé à sa porte et j'ai cogné. Je n'ai pas eu besoin de lui dire je suis le type qui habite en dessous. Je lui ai dit depuis que je suis là, j'ai été un peu fatigué. Maintenant je vais mieux, si je peux vous rendre des services. Alors il m'a fait rentrer chez lui. Je me suis assis dans sa petite cuisine. Il a ouvert une bouteille et moi j'ai sorti mon paquet de cigarettes. Je fumais pas. Alors je fumais tout seul. T'as un bavard. J'ai découvert ça au bout de quelques secondes, mais un bavard particulier, qui au bout de quelques ondes s'est vraiment mis à me faire chier. La seule chose importante, le seul fait capital dans sa vie, ça avait été, et peut-être même encore après la vie, dans la mort, c'est tout ce qui restera de lui. Parce qu'il y tient absolument, il veut qu'on l'enterre et qu'on le foute dans un cercueil avec sa jambe de bois. La chose capitale de sa vie, ça a été sa jambe. Quand il a commencé par là, j'ai été, non pas obligé de reconnaître, mais tout à fait d'accord avec lui que de paumer sa jambe, c'est un truc qui compte. Seulement bien vite, derrière la jambe, s'est faufilé l'histoire de la perte de la jambe. Il avait perdu ça le 17 juillet 1916, là-haut, pendant la guerre. À ce 17 juillet 1916, maintenant je le connais par cœur, je finis par me gourer et par me servir de cette date-là comme la date de naissance d'un gars que j'aurais connu. Tapant sur sa cuisse en bois, faisant jouer cette espèce de pilon qui craque à chaque fois qu'il s'en mange bien pour devenir tout raide. Me faisant une démonstration et m'expliquant comment, une fois, rentrant de la Bertinière alors que la route était verglacée, gelée, tout enneigé, il avait cassé sa rotule en fer. Et comment il était revenu les 3 kilomètres à genoux. Combien de temps il avait mis pour revenir, avec un genou valide, complètement gelé, les paumes de la main qui ne tenaient plus. Comment il est revenu chez lui dans sa petite maison à 4 pattes et la nuit qu'il avait passée à rafistoler sa rotule. Cette petite histoire-là n'était pas faite pour me déplaire, mais il y avait toute l'autre. Comment il a paumé sa guibole. Un tir nourri d'artillerie. Il disait pas artillerie, il disait artillerie. Comme ici on dit non pas le travail, mais le travail. Avec un mélange de patois, d'accent savoyard là-dedans. Sa barge bien plantée sur sa tête, raide comme un képi. Ce gars-là était fait pour être un meneur d'hommes. Je regrettais pas de l'avoir tapé, de lui avoir tendu la main, mais à partir de maintenant, je savais que chaque fois que je le verrais, que ce soit dans les champs ou sur la route ou devant sa baraque, je ne pourrais pas éviter le salut de la main, un petit index pour moi, mais un salut très militaire et presque au garde-à-vous de sa part. Il a cru d'emblée que j'étais un officier de réserve. Jusqu'au jour où je l'ai entendu, moi j'attendais le facteur en bas dans la grange. Parce que tous les jours, l'arrivée du facteur, c'est un événement. Je l'ai entendu qui blagotait avec 2 femmes. 2 femmes parce que j'ai reconnu les voix féminines. Moi j'avais cru que le facteur était arrivé, parce que quand il arrive sur la toute petite place de l'école, il freine, et en freinant sa petite voiture, elle fait un petit bruit de grincement, et moi je descends de l'atelier, je l'attends. Je l'attends parce que c'est un jeune facteur qui n'arrive pas à se dépêtrer de la jambe de bois du gars. Et comme le type est abonné à un journal, tous les jours il a droit à sa petite dose de 17 juillet 1916 quand j'ai perdu ma jambe. Un feu nourri d'artillerie. J'ai senti une grande douleur. J'ai fermé les yeux, quand je les ai réouverts, j'avais ma jambe qui était à côté de moi et j'avais mon sang qui pissait. Alors croyez-moi si vous voulez, monsieur, maintenant je regrette d'avoir dégrafé mon ceinturon et de m'être fait un garrot. Maintenant je le regrette parce que maintenant, depuis 60 ans que ça dure,
je me dis que j'aurais mieux fait de laisser pisser le sang. Ça, c'est un moment vrai du mec. Mais c'est toujours suivi de toutes les histoires qui ont suivi derrière. Comment il a fait pour avoir droit à une pension, pour avoir droit à une jambe raide, ensuite avoir droit à un pilon mécanique. Comment il s'est fait rééduquer. Comment il se lève le matin de bonne heure pour aller traire ses vaches. Comment il faisait quand, avec une jambe de bois, il travaillait dans une mine vers Toulouse. Mais la jambe de bois le ramenant toujours au 16 juillet 1916. Alors cet après-midi-là, certain que c'était le facteur qui venait d'arriver sur la place, je m'étais mis à ma petite porte de grange et, accoudé là, en fumant une cigarette, je m'apprêtais à tousser, comme je le fais pratiquement tous les jours, pour montrer au facteur que je l'attends et que c'est peut-être le moment venu pour décrocher avec le pilon. Seulement, c'était pas le facteur, c'était deux bonnes femmes qui étaient venues, je pense là, non pas par hasard, mais pour essayer de trouver Alwyn Barak ou quelque chose de genre. Et elle posait des questions à Pilon. Et Pilon répondait, lui, tout à fait en dehors des questions. Il essayait sans doute de montrer sa guibole, de prouver qu'il était un mutilé. Il aura relancé le 16 juillet, le 17 juillet 1916, j'ai perdu ma jambe, après un feu violent d'artillerie. Alors les bonnes femmes ont certainement essayé, elles, de décrocher, de se rabattre en arrière, et en se rabattant en arrière, elles ont vu la maison dans le fond de la petite ruelle, la mienne. Et alors elles ont dit, qu'est-ce que c'est que cette maison? C'est habité ou ce n'est pas habité? Et lui a dit très fort, oui, c'est habité par un monsieur et une dame. Alors elles ont dit, ce ne sont pas des cultivateurs? Et il a dit, non, ce ne sont pas des cultivateurs, ce sont des gens de la ville. Alors les questions ont commencé à pleuvoir. Des gens de la ville, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que c'est un instituteur? Alors il a dit, non, 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 vous savez, c'est des gens, oh bah c'est des gens, bah je vais vous dire. Lui c'est un homme qui écrit des livres, on dit. Alors, hein, vous m'avez compris. Il est gentil, mais vous m'avez compris, hein. Et alors les bonnes femmes ont demandé, mais il a une femme? Oui, il a une femme, mais elle, pour passer le temps, vous m'avez compris. Alors elle fait de la broderie. Alors elles ont demandé, ils ont des gosses? Il a dit, oh non, vous m'avez compris, ils ont des chats, hein. Ils vivent toute l'année? Oui, ils y vivent toute l'année, mais là aussi, vous m'avez compris, hein. Et moi, dans mon coin, je commençais à bouillir. Lui et sa jambe de bois, j'en aurais fait qu'un petit paquet, puis je l'aurais biré dans un feu. Et il a dit, pour conclure la discussion, parce que le facteur, lui, venait d'arriver, et qu'à ce moment-là, lui, à son tour, voulait rompre, pour avoir son journal des anciens combattants. Il a dit, ils ont le chauffage central et un radiateur dans chaque pièce, vous m'avez compris. Puis ça a été fini. Heureusement que ça finit, parce que je crois que je serais sorti. Je sais pas ce que j'aurais fait, je crois pas que je l'aurais engueulé, mais il me semble que si elles avaient vu ma gueule, alors là aussi elles m'auraient compris. Seulement je ne pouvais plus l'éviter et je me suis réservé pendant quelques jours une sorte de droit. De ramener la discussion là-dessus, de lui demander qu'est-ce que c'était que ces femmes qui étaient là l'autre jour pour lui montrer que j'avais entendu ce qu'il avait dit et j'en ai conclu que ça ne servait à rien. Ça a été ma première tentative de tendre la main à un mec dans le village. Deuxième tentative, ça a été le gars de la place, 10 mètres plus loin que la maison du mutilé. Un vieux bonhomme, enfin, pas aussi vieux que le mutilaire, il doit avoir dans les 70 berges. À lui, non pas même présentation, mais à peu près même chemin. Il me connaissait, on se faisait de temps en temps un petit signe de tête. Là, je lui ai tendu la pogne. Même histoire d'ailleurs, j'ai été fatigué, un peu malade pendant pas mal de temps. Vous savez que j'ai une voiture et si je peux vous rendre service, vous connaissez la maison, vous n'avez qu'à venir. Le gars m'a même pas remercié, mais lui, il avait son petit dada dans la tête. Sa jambe de bois, c'était non pas une jambe de bois comme l'autre, mais un baromètre. Il a commencé à me parler du temps. J'ai découvert que
Le temps était pour eux de la plus haute importance. En fait, pour moi aussi, peut-être, mais pour des cultivateurs, des montagnards, pour qui la vie ne tourne qu'autour de cette petite culture, une sorte de poignée qu'il faut arracher ici et là, au rocher ou à la montagne. Le temps est tout un problème, c'est pour eux ça le combat de la vie. Si le temps est mauvais, s'il flotte beaucoup au printemps, il n'y aura pas de foin, il faudra donc vendre les vaches. Et me disait-il, on est content en haut, c'est-à-dire les autorités. Parce qu'à ce moment-là, les bouchers nous achètent la barbaque à un prix dérisoire, et comme on ne peut pas la nourrir, on est content de s'en débarrasser. Alors j'ai pas du tout été indifférent à ce problème du temps. Je lui ai demandé comment il faisait, s'il avait lui aussi un baromètre. Il avait tous les ustensiles nécessaires pour mesurer. Et depuis près de 40 ans, au commencement, mois après mois, ensuite semaine après semaine, puis jour après jour, toutes les années du temps. Comment l'année 1923 avait été. À partir de quand avait fondu la neige? Combien il en était tombé? Les péripéties de la neige, la hauteur des congères. Comment lentement ils étaient rentrés dans le printemps. La hauteur des premières pousses, à une date précise, avec des petites coches dans la marge de la page, des petits cahiers d'écoliers, un journal. Pour chaque année, un petit cahier. Il se traçait entre le 1er janvier et le 8 janvier de chaque année des lignes, avec des mois, des dates, des semaines, qu'il allait remplir succinctement, brièvement, avec au fur et à mesure que les années passaient une précision qui défiait tous les procès-verbaux qu'on a pu faire. Une notation fabuleuse, peut-être un peu folle. Et il essayait de voir, de prévoir à sa manière, comment l'année serait en se rapportant sur un faisceau d'autres années qui étaient analysées sur des petites feuilles, sorte d'appendices ou d'erratums qui se trouvaient glissés à la fin ou quelquefois dans le milieu du cahier. Résumé de ce qu'avait été tel mois de telle année, 10 ans, 20 ans, 30, 40 ans avant, sachant comment il devait faire pour épancher son fumier, à quelle période normalement, presque à quel jour, pour ne pas dire à quelle heure, il pouvait commencer la coupe de son foin, l'arrachage de ses patates, le sulfatage de ses plantes. Les 10 ou 20 premières années, c'était bourré d'erreurs. Il cochait les erreurs au crayon rouge. J'ai passé avec lui non seulement des heures, mais des jours. On étalait ça sur une grande table, sorte de pétrin qui ne lui servait plus à rien. Je m'étais mis à prendre à mon tour des notes sur ce qu'il avait lui-même noté. Il ne me demandait même pas pourquoi je prenais ces notes, mais s'il me l'avait demandé, j'aurais été incapable de lui répondre. Il fumait comme un pomplard, et moi aussi, on s'enfermait là-dedans. On entendait les vaches qui tiraient sur leurs chaînes. Quelquefois la pluie qui tombait. Dès qu'il faisait beau, on devait le laisser. Pour moi, les semaines que j'ai pu passer avec lui, ça n'a non seulement été un monde nouveau, mais la preuve que ce monde-là continuait et allait continuer d'exister. Un monde auquel il s'accrochait, pestant, se rendant compte qu'au fur et à mesure, disait-il, que les avions se faisaient de plus en plus rapides ou de plus en plus nombreux dans le ciel, ou pas très loin du ciel du petit village, il notait des perturbations nouvelles. Il s'est mis à noter même les Spoutniks et les fusées qui ne passaient même pas au-dessus du village. Ses cahiers, c'était un bloc-notes de sa vie. Non pas une fois
Une fois vu tout son travail, le bonhomme ne m'intéressait plus, mais je me suis mis à mon tour à l'interroger. J'ai même acheté un baromètre. Je n'ai quand même pas acheté des cahiers pour noter le temps, mais tous les matins, je me suis mis à interroger la petite aiguille qui s'écartait de l'aiguille mobile que je pouvais faire jouer tous les jours pour noter les différences. Et quand je lui ai dit que j'avais acheté un baromètre, il s'est mis à faire des comparaisons entre mon baromètre et le baromètre de l'école. Ensuite, j'ai eu un thermomètre intérieur et extérieur, puis des thermomètres dans toutes les pièces, et puis certains thermomètres que je plaçais en plein vent, en plein nord, en mauvaise orientation, en bonne orientation. Alors il se mettait à rentrer dans mon jardin, puis à regarder. C'est comme ça qu'on a découvert qu'un petit côté du jardin était une sorte de microclimat, protégé par un mur, protégé d'un autre côté par un léger monticule de terre, où la neige partait beaucoup plus tôt là que partout ailleurs, et où peut-être Cécile pourrait planter ses graines et récolter, non pas avant les autres, mais en tous les cas, avant certains autres coins du jardin, des petites salades ou un peu de verdure ou de légumes. Ce gars-là a été non seulement utile dans la plantation, mais utile dans une certaine compréhension. C'est un homme qui existait et qui continue à exister beaucoup. La troisième tentative et troisième marche d'approche, je paierai méthodiquement. Vraisemblablement, au fur et à mesure qu'on voyait le grand bonhomme de la maison d'en bas, de Sous-la-Velle, comme on appelle le quartier, mon petit coin, moi, Sous-la-Velle. Une velle, c'est une femelle de petit veau. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça Sous-la-Velle, il devait y avoir là-dedans, sur le rocher, qui maintenant est plein d'orties, une toute petite remise dans laquelle on mettait des velles. On voyait donc le gars de Sous-la-Velle qui, semaine après semaine, prospectait son terrain comme un éclaireur. On devait me guetter de derrière des rideaux, des vitres. J'ai découvert un couple que j'avais croisé plusieurs fois sur la route et qu'une fois même j'ai chargé. Le gars n'était pas un cultivateur, ça se voyait. La petite maison dans laquelle il habitait ne pouvait pas renfermer même pas un lapin. C'était minuscule et sans doute très humide, entassé, serré le long d'une montagne qui bavait de la boue et de la flotte. J'ai fait une première marche d'approche là-dedans. Je suis rentré après avoir frappé et entendu l'invite à rentrer. Je lui ai dit qui j'étais et comment je m'appelais. Il m'avait vu. Il se rappelait que nous avions fait un petit bout de route ensemble un jour en voiture. Seulement je ne connaissais pas son nom, alors là je l'ai appris. Il s'appelait Bagulet. Bagulet, mais dans la prononciation de son nom que lui m'avait donné, il y avait, disons, un léger accent. Un accent qui n'était non seulement pas du coin, mais peut-être même pas de la région et encore moins peut-être de la France. Un accent avec des H enfoncés dans le fond de la gorge. Puis une femme qui était là. Alors là aussi, je me suis assis, j'ai eu droit à boire quelques canons. Il y avait une chose qui, lui, non pas le tourmentait, mais l'intriguait, c'est, en dehors de qu'est-ce que je faisais, c'était de quel pays j'étais, quel pays Cécile avait habité et d'où moi je venais. Ça lui aurait été facile de comprendre avec l'accent ou l'absence d'accent que je peux avoir, de comprendre tout de suite que j'étais de Paris. Alors je lui ai dit, bien, je suis un Parisien. Il m'a dit, oui, d'accord, vous avez habité à Paris, mais votre pays d'origine, c'est où? Je dis, bah, mon pays d'origine, c'est, si vous voulez, la France, quoi. Il me dit, non, pourquoi? Vous pouvez me le dire. Moi, je vais vous dire, je suis un mélange d'allemand et d'anglais. Mon père était anglais, ma mère était allemande. Mon nom, c'est pas Bagulet, c'est Bagoulet. Et il me dit, comme prénom, on m'a donné Eric, pour faire plaisir à ma mère. Alors vous êtes pas anglais, vous n'êtes pas allemand. Alors à la fois intrigué par le pays qu'il m'accolait sur les épaules, et puis un petit peu énervé de voir que
Non pas j'avais la gueule d'un autre mec, d'un autre pays, mais on n'est plus comme ça se faire des tas d'idées sur mon compte. Je lui dis, bon, bah alors de quel pays je suis d'après vous? Elle me dit, ben vous êtes de l'Orient. De l'Orient. Comment vous en êtes arrivé à ça? Ben parce que je le vois, vous avez la démarche d'un gars qui viendrait de là-bas, quoi. C'est la démarche d'un gars qui viendrait de là-bas, mais quelle démarche ils ont? Non, allez, je jouais pas au con, il me dit. Enfin, je m'excuse de vous dire ça, mais dans le fond, c'est vrai, quoi. Vous êtes... Je dis, alors, quel pays particulier? Si c'est l'Orient, c'est quel pays? Pour moi, vous êtes un hindou. J'ai rigolé, et puis sa bonne femme, elle, s'est mise à rire aussi, parce que je crois que là, il y avait une sorte de discorde à l'intérieur sur tout ce qu'ils avaient pu supputer pendant des années. Pour elle, c'était la preuve, ce que je venais de dire, que j'étais un type de Paris, parce qu'elle avait sans doute, étant donné que je fais pas de fioriture quand je discute, quand je les avais invités à monter dans la bagnole, je leur avais dit, ben si vous voulez, moi je vais à la petite ville à côté. Ben, je vous charge, et puis, comme je fais quelques courses en une demi-heure, je pourrais vous ramener. Et qu'il s'était à la fois excusé, peut-être qu'il me ferait attendre, etc. Je lui ai dit, oh, faut pas charrier. Et ce mot, faut pas charrier, elle l'avait retourné, disséqué, ouvert dans tous les coins, recousu, réouvert. Ce charrier-là, c'était seulement un gars parisien qui pouvait le dire. Et lui avait essayé à son tour de le décortiquer et était arrivé non pas à lui prouver pour elle, mais à se prouver pour lui que je pouvais être un gars ayant habité à Paris, comme pas mal d'étrangers viennent y vivre, se mettent à prendre les accents et les coutumes du bled, mais n'en reste pas moins les gars qu'ils sont. Alors j'étais pour lui un hindou. J'ai essayé, et ça n'a pas été la première fois, du moins le premier jour, où j'ai gagné, disons, dans mes explications. J'ai essayé de lui prouver que j'étais pas ça. À un moment donné, voyant que j'échouais, je me suis dit, je fais marche arrière, et je lui dis, oui, je suis de Calcutta. Puis je lui raconte un gros bobard. Seulement, il n'avait pas la gueule d'un gars, non pas de qui on doit se foutre, mais il n'avait pas la gueule d'un gars qu'on pouvait mener en bateau quand même longtemps, et peut-être tôt ou tard, et tout à fait par hasard, il finirait par apprendre et ne comprendrait que très mal, en le blessant. Parce que là où il m'avait fait rentrer dans sa petite piole, fallait pas être très fort pour comprendre que c'était la merde là-dedans. Alors, je me suis mis à lui faire un topo, à lui prouver par à la fois ce que je lui disais avec l'accent, les points que je connaissais à Paris, où il avait, m'avait-il dit, habité, à lui prouver que j'étais bien né ici, sans revendiquer cette nationalité, mais en voulant le mettre un peu au courant de l'histoire. Puis on s'est quitté dans la soirée, et je lui ai promis de revenir le lendemain. J'avais plus du tout envie ni de dessiner, ni d'écrire, ni de m'allonger sur mon divan. J'avais commencé une prospection qui peut-être s'arrêterait à la fin de l'année. Or, l'année venait de commencer. Je suis revenu le voir tous les après-midi. Le matin, c'était un bonhomme qui se levait vers 11 heures, parce que, disait-il, il ne dormait que si peu et très mal la nuit. J'ai découvert comme ça, petit à petit, que c'était un gros buveur, un gros fumeur. Peut-être aussi un gros menteur, mais au fur et à mesure que je venais et qu'on avançait dans une histoire qui était un mélange de la sienne, de celle de ma femme, qui aussi pour lui n'était peut-être pas une orientale, mais certainement une russe. Là, je ne l'ai pas démenti, je lui ai dit oui, c'est une lituanienne. Alors content de ne pas s'être trompé au moins là-dessus, on avançait tout doucement. Il m'a raconté toute sa vie, une vie à la fois sans intérêt et chargée d'événements, une sorte d'épave
qui suit la lente inclinaison d'un fleuve qui prenait sa source là où il était né et dont l'embouchure était le petit cimetière derrière l'église. Ce mec-là, j'ai pas pu arriver à lui faire croire, et pourtant j'y mettais tout ce que je pouvais. Et là, je me suis rendu compte que j'avais peut-être pas les mots qu'il fallait. Arriver à lui faire croire que je n'étais pas l'image qu'il s'était faite. Bon, en dehors du gars né aux Indes, qui maintenant était une image détruite, il était absolument convaincu que j'étais non pas un ancien instituteur, mais quelque chose d'autre, mais dans ce genre-là. Il a cru que j'étais un prof en philo, après quoi un prof de lettres. Ensuite, un gars qui avait été un journaliste et qui tombait malade, faisait du journaliste à domicile. Il avait une vue des choses non seulement tout à fait fausse, mais il n'arrivait pas à voir qu'il disait des choses énormes, des conneries. Il me parlait uniquement de la merde dans laquelle il s'était débattu. Sa vie, ça avait été une tombe, et toutes les histoires qu'il pouvait me raconter, que sa femme avait l'air de découvrir au fur et à mesure qu'il parlait. Sa vie, cette tombe, elle n'avait été semée que de deuil. Marié, comme je l'ai dit, 3 fois, je crois. À chaque fois, ses rombières étaient mortes. Quand il a attaqué le 3e chapitre, dès les premières paroles, j'ai compris qu'elle aussi, elle lui était arrivée une histoire. La première avait été écrasée, la seconde morte de je ne sais trop quoi, et la 3e, comme les 2 précédentes, devait crever. Et puis, descendant de plus en plus avec sa petite pelle dans sa terre glaise, il avait fini par échouer ici, pas très loin, dans un sana. C'est là qu'il avait rencontré sa gonzesse, qui était là à l'autre bout de la table. J'ai laissé raconter pendant des jours son histoire. Une histoire qui était tout autre que celle des cultivateurs que j'avais vus avant. Qui avait quelque chose à voir avec les baromètres des cultivateurs de la place et de la jambe de bois du mutilé. Il n'avait plus de jambes, celui-là, quoiqu'il avait toujours ses 2 guiboles assez solides. Il n'avait plus de jambes, il n'avait plus de bras. Ça me semblait être un tronc avec une tête dessus, et à l'intérieur de la tête, une cervelle qui fonctionnait de plus en plus mal, qui nageait dans un tonneau de vinasse. Une fois terminée sa petite histoire, j'ai ressenti le besoin de lui parler un peu de la mienne, sorte de preuve que je voulais lui donner, que j'étais fait pour recevoir ce qu'il m'avait dit et qu'il s'était gouré du tout au tout. Tellement pour arriver à faire, non seulement avaler, mais entendre, comprendre à un type comme lui, que j'avais une autre vie que toutes les idées qu'il pouvait se faire sur moi. Il n'était pas convaincu que j'étais un Richard, non plus un rentier, mais j'étais un gars particulièrement favorisé par le destin. J'ai voulu détruire ça. Alors je lui ai lancé en pleine gueule. Ce que je n'ai fait qu'une seule fois, sans lancer en pleine gueule. Avec la femme avec laquelle je vis maintenant. Quand on s'est rencontrés, c'est par elle qu'on a commencé. Il a fallu que j'encaisse son histoire. Une histoire que j'aurais pu soupçonner. Les Juifs partant de ville en ville, fuyant les pogroms, puis se terminant par 40 et l'arrivée des nazis. Et non pas pour essayer de ramarrer son peloton de persécutés, mais ne me considérant d'ailleurs pas du tout comme un persécuté. Ayant toujours voulu rejeter cette image de la fatalité,
Au fur et à mesure que je montais ma pâtisserie, je glissais dedans des petits morceaux d'allumettes pour la squelettiser, pour lui donner une armature, pour que tout tienne, que la marmelade ne s'écroule pas. Et c'est à elle que j'ai dit comment j'avais vécu, d'où je venais, et que si on devait faire un petit bout de route ensemble, ou toute la route ensemble, ou nos deux routes, mais ensemble, en se revoyant de temps en temps dans une auberge, pour essayer de faire le point. J'attachais beaucoup d'importance à ça. La laissant patauger et voulant qu'elle me laisse patauger. J'avais sorti bien sans m'en tenir à ça comme à un étendard. Avec beaucoup, je crois, beaucoup de sensibilité, du tact, avec tout le respect que je pouvais avoir pour ma cave, pour la vie pas aussi dégueulasse que le vieux et la vieille avaient pu la trouver. Lui parlant de ça et la faisant rentrer pas à pas dans un monde qui était à la fois l'envers et l'endroit d'un petit pogrom familial. Avec Bagulet, il fallait que je remette les choses en place. Je me suis évertué à faire tenir là aussi la pâtisserie, mais comme j'avais mis les pieds là-dedans depuis pas mal d'années et que j'en étais arrivé à vouloir sortir ce glavio, le fait de l'avoir écrit me permettant de temps en temps, mais si rarement, puisque c'est ce que je regrettais, d'y voir un peu clair, je lui dévidais une bobine là-dessus. En lui disant que si lui, il avait eu les emmerdements, non pas moi, j'avais eu les miens, mais qui devait débrayer et se faire une image tout à fait nouvelle. Une image que je voulais de toute confiance, de première main, presque de premier choix. Du filet dans la barbaque, et non pas les bas morceaux. Du filet qu'il devait arriver à faire un peu sien. Et s'il y a des mecs pour qui et à qui j'ai pensé, non pas en écrivant, non pas en dessinant, mais la fois où, après avoir donné mon premier texte, où j'ai reçu une lettre non pas d'un intellectuel qui me disait c'est bien, c'est bon, ou bien vous êtes arrivé à sortir telle et telle chose, avec des points de comparaison et des points de repère. Une des lettres, pour ne pas dire la seule que j'ai reçue, qui, au départ, ne m'est pas désespéré, comme toutes les autres, où on avait fini par me trouver un casier, où j'allais croupir là-dedans pendant des années. Une lettre qui était écrite par un ouvrier qui travaillait dans les mines du Nord, avec de belles fautes d'orthographe, et qui me disait « Je viens de lire votre bouquin. C'est con à vous dire, mais je suis obligé de vous remercier. Parce que moi aussi, croyez-moi, monsieur, j'ai essayé de tenir des petits bouts de papier. Moi aussi, monsieur, j'ai fait des tâches. Et quand je remontais de ma mine, je passais mes doigts dessus. Puis c'était tout froid et je suis redescendu dans la mine. Puis terminé en me disant au revoir. Ce gars-là, j'ai eu du mal à lui répondre. Ça a été 4 lignes, quoi. Je lui ai dit qu'il pouvait compter sur moi. J'estimais que j'avais un nouveau pote. Puis on ne s'est plus jamais réécrit. Parce que les potes, ça s'écrit pas. Il n'y a pas de correspondance à tenir, il n'y a pas de défi à relever, il n'y a pas de choses à remettre en place. C'est clair, c'est simple. Il y a des potes comme ça, j'en suis sûr, sur toute la Terre. Des mecs qui font autre chose que de réfléchir. Des mecs qui vivent, qui avec leur couteau de poche, leur espèce d'opaline, se mettent à se couper des petits bouts de barbaque, sans les bouffer, sans
sans jouir de se les être coupés, mais en les regardant, avec une petite lumière, quelquefois avec une allumette, dans le fond de leurs draps, plein de sueur, plein de cac. C'est avec des mecs comme ça qu'on doit parler. C'est sur des mecs comme ça qu'on doit compter. Et tout en ne me leurrant pas, tout en sachant que ces mecs-là resteront toute leur vie dans le fond de leur drap. Une sorte de deuxième mine dans laquelle ils vont pourrir et croupir. Un peu comme la mine du Maroc. Un peu comme la petite plaque d'égout de la petite fille. Des coups décharnés, et puis là aussi des pognes pleines d'épines. C'est que ces mecs-là que je vais faire un petit bout de route. Non plus je dois retourner à l'usine, non plus j'ai pas le droit. Peut-être que j'en ai acquis un. Peut-être qu'à la force, non pas de mes poignets, mais de leurs propres poignets, en me servant de leur crâne et de leurs épaules, qu'ils m'ont tendu, qu'ils continuent à me proposer, en les faisant rentrer eux dans la merde, mais en essayant moi de me faire sortir de la merde sans oublier que j'ai les pieds dans la merde. Et en me rappelant toujours que je me suis appuyé sur eux, pour essayer de sortir la tête du trou et de leur dire que jamais je sortirai mon corps de là. Pour Bagulet, c'était impensable. C'était peut-être même regrettable de tenter non pas une telle expérience, mais une telle sortie. Pour lui, dans un trou on est né, dans un trou on doit crever, on ne doit jamais essayer de sortir la guibole, jamais essayer de sortir la caboche. C'est là qu'ils viendront nous chercher, qu'il disait. Et au fur et à mesure que moi j'avançais dans mon petit dédale, à chaque fois je me retournais pour voir s'il était derrière. Il fallait que je fasse demi-tour, que j'aille le chercher. À chaque coin, à chaque angle, lui s'asseyait, puis disait « Foutez-moi la paix ». J'ai abandonné, je l'ai laissé pendant 2-3 jours, quelquefois une semaine entière, sans remettre les pattes chez lui, puis m'empêcher de dormir. Alors je repartais, je recognais à sa porte. Quelquefois je rentrais là-dedans, il n'y était pas, je montais au premier, c'était un gravat qui était par terre. Ça avait été dans le temps un sommier, puis les ressorts avaient lâché, la toile avait pourri. Alors il était allé demander des bottes de paille chez des gars. Puis il avait bourré les ressorts de paille, il dormait là-dessus, enroulé dans une couverture, tout habillé. Avec sa gonzesse et ses chats, parce que lui aussi il avait un faible pour les petits chatons. Alors j'arrivais là-haut, puis je lui disais, on va encore discuter. Il avait cet air des gars qui savent qu'ils sont cuits, malades. Moi j'étais une sorte de médecin à ses yeux, ce que je voulais pas être, d'un médecin qui s'acharne. Alors que le gars il doit crever le soir, et ben il va essayer de le faire crever le lendemain soir ou 8 jours plus tard. Quelque chose que j'ai vraiment en horreur. Mais parce que je l'avais en horreur et je venais quand même le voir. Pas comme un toubib, comme un homme. Je reprenais, je raccrochais le petit wagon là où j'avais laissé le convoi. Et en avant on repartait. Sa femme elle pipait pas. Elle avait les yeux et les oreilles qui papillotaient. Puis on était arrivé au bout de mon histoire. Quand ça était fini, il m'a dit, ben, vous devriez l'écrire, monsieur. Je lui dis, ben, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire. J'en suis pas plus avancé, mais au moins j'y retouche plus. C'est fait, c'est fait. Faut pas remettre ses pattes là-dedans. C'est pas moi qui lui ai dit, vous devriez, vous, essayer d'y voir clair. C'est lui qui m'a dit, moi aussi j'ai pris un bout de papier. Je vous les montrerai, ces bouts de papier. Mais je suis un type tellement con, quoi. Je suis tellement con et ça sert à rien. Moi aussi j'ai des histoires. Croyez-moi, monsieur. Je vais pas vous dire que dans ma vie j'en ai chié, parce que je sais que maintenant chier, au fond ça veut rien dire. Mais moi aussi j'ai des trucs là-dedans. Seulement,
J'ai pas de talent. Vous avez une manière de parler que, même si c'est pas vrai, parce qu'il y a des tas de trucs que vous m'avez racontés, moi j'arriverai jamais à les gober. Hein. Ben moi j'ai eu, sinon les mêmes choses, du moins, des trucs à peu près pareils, quoi, qui sembleraient pas croyables. Puis j'ai pas envie de les... J'ai pas envie, si j'en parle, de montrer que c'est pas croyable. Seulement moi, toute ma vie, ben, j'ai étouffé, puis je vais continuer à étouffer avec ça, quoi. Vous, peut-être que ça vous a servi à quelque chose. Mais croyez-moi, monsieur, ça n'a pas servi à quelqu'un. Hein. Alors j'avais envie de lui parler de cette lettre d'un gars, du mineur. Puis je me suis retenu parce que, en fin de compte, j'y croyais pas. Alors je restais devant lui et je finissais par lui dire, un type comme moi, d'après vous, ça devrait arrêter. Elle me dit, ah, pas du tout. Pas du tout, vous avez commencé. Moi, je trouve qu'il faut continuer. Vous m'avez dit que vous avez été malade. Ben oui, ben on ne vous voyait plus. Ben moi aussi, j'ai été malade. Seulement moi, je crois que je comprends ce que vous avez eu, même si ça a été une maladie avec des microbes. Les microbes, chez nous, c'est quelquefois la manière de se planquer. Moi, quand je suis tombé malade, j'ai été content. Je suis sûr que vous, quand vous êtes tombé malade, vous étiez content. Je dis, ouais, moi, j'ai été content, ça m'a permis. Il me dit, ben moi, ça m'a permis d'être content, c'est tout. Comprenez ça. Hein. Vous devez comprendre ça, monsieur. Puis moi, je vais clapoter, quoi. Je vois bien que je suis en train de descendre de plus en plus profond. Elle a bon me faire les cartes, parce que elle fait les cartes. Alors tous les jours, ben, j'y ai droit, j'y passe, et puis elle aussi, elle y passe. Elle me fait des réussites. Tous les jours, elle me raconte ses conneries, tous les jours, j'y crois un peu, je guette le facteur, et puis, comme j'ai pas de lettres, elle me dit, bah attends, on va refaire les cartes. Alors on refait les cartes, et elle trouve que il y a dans les cartes quelque chose qui dit qu'un léger retard. Alors si vous voulez, quoi, hein, pour moi, eh ben monsieur, je suis en retard. Comprenez, hein, ça, c'est un truc que vous devez comprendre. Nous deux ici, elle et moi. Elle, c'est la Suzanne. Moi, je suis Eric. On est en retard. Si vous me permettez de vous dire quelque chose, hein, que je crois beaucoup, hein, parce que depuis qu'on se connaît, vous et moi, je peux vous dire que on a vraiment le sentiment d'être en retard, mais alors, on n'est pas des chômeurs, on est à la bourre des chômeurs, comprenez ça. Hein. Eh ben, la Suzanne, tu sais ce que tu vas faire? Bah, tu vas aller chercher tes cartes. Allez hop, vous allez vous laisser faire, hein. Non, vous allez vous laisser faire. Elle va vous tirer les cartes. Oh, vous aussi, vous aurez un petit retard, mais vous avez du bug, hein. Je le vois descendre tous les jours, le facteur, chez vous, hein. On se dit, il est peut-être verni, puis des fois, on se dit, c'est peut-être con, il reçoit des lettres qui le font chier, quoi. Ça fait des années qu'on le voit descendre chez vous, tous les jours avec des paquets. Ben, même si ça vous fait chier, hein, c'est bon d'être emmerdé par des paquets de lettres, quoi. Puis vous recevez des journaux, quoi. Nous, on est obligés d'aller au dépotoir. C'est là qu'on ramasse le canard. C'est tout humide, alors on le fait sécher dans le four. Puis on regarde des nouvelles qui ont 2-3 mois. Au début, on a eu un petit poste, et puis il n'est pas tombé en panne, c'est nous. C'est nous qu'on était en panne. On l'a foutu en calbombe, quoi. Puis moi, j'ai brûlé les bénisteries. Et du bois, alors. Allez, la Suzanne va chercher tes cartes. La Suzanne, elle s'est levée, elle est allée chercher ses cartes. Elle est revenue 2-3 secondes après. Elle a tiré une petite caisse d'emballage qu'il y avait dans un coin, elle l'a posée au pied d'Éric. Puis là-dessus, une petite serviette éponge qui était un peu trouée, un peu sale. Quoique je l'ai trouvée quand même propre. Et puis elle m'a fait couper. Puis elle a étalé ses cartes. De temps en temps, elle comptait 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle en retirait une autre. Elle relevait le jeu.
Lentement, sans vraiment y croire, je détaillais ses gestes. Je regardais les yeux d'Éric. Il avait des yeux très bleus. C'était ça son côté allemand. Bleu, clair, limpide. À la fin de la soirée, c'était toujours un peu plus voilé. Il buvait comme un trou. La réussite était terminée. Elle a annoncé que je recevrais une lettre importante. Que j'allais avoir affaire à des hommes influents, qui allaient jouer un rôle dans les prochains mois. Puis elle a ramassé ses cartes. Alors Eric m'a dit, vous avez un bon jeu. T'as pas vu de retard. Non, non, tout arrive. Alors les mois ont passé. J'arrivais pas à me débrancher d'eux. Il m'a donné ces petits bouts de papier à lire. Il avait raison, c'était... Oh, c'était pas con. C'était quelque chose que, sans l'avoir connu, on aurait pu comprendre, ressentir. Il s'en sortait pas. Il y avait ici et là des mots violents, sorte de petits abcès qui explosaient dans le milieu des phrases. Il s'était mis à mélanger l'allemand qui était sa langue maternelle avec un peu d'anglais qu'il avait appris. Il trouvait que la langue française n'était pas assez riche. Quand je rapportais ça à Cécile, elle me disait qu'il avait raison. Puis il s'est mis à dégringoler. À dégringoler à une vitesse prévisible et vertigineuse. Un matin, très bonne heure, on a cogné à la porte. C'était la Suzanne. Elle m'a dit, Eric, ça va pas, il faudra appeler le médecin. Comme ils étaient raides, c'est nous qui l'avons fait venir. Et avant que le médecin arrive, je suis monté dans la piaule. Il était sur sa paillasse. Il était vraiment mal. Je lui ai dit que le médecin allait venir, il me dit, c'est pas la peine, c'est fini. J'ai dit, qu'est-ce que vous ressentez? Il m'a dit, c'est fini, quoi, c'est tout. Ça se ressent, ça, quand c'est fini. Je vais crever, mais je veux crever ici, je veux pas foutre le camp dans un hosto. Alors j'ai voulu des détails, j'ai insisté. Où avez-vous mal? Je pensais à la cirrhose. J'ai voulu lui palper le foie. Je suis pas très fort, mais un foie qui est gros, ça se sent. Alors il a levé sa liquette et il avait tout le bide violet. J'avais pas besoin de palper, mais j'ai palpé quand même. Il y avait peut-être une cirrhose, mais sans doute autre chose là-dessous. Puis quand j'ai rabaissé sa petite chemise, il m'a dit non, c'est pas là que ça se tient. C'est plus bas. Puis il a dit à Suzanne, retire les couvertures. Alors Suzanne a relevé les couvertures. J'ai regardé, j'ai vu 2 pieds. Jamais j'ai vu des pieds aussi gros. Des pieds violets. Beaucoup plus violets que le bide. Des pieds avec une peau morte, toute craquelée. Des chevilles aussi grosses que mes cuisses. Et une enflure qui montait à l'assaut, non pas des genoux, mais du bas-ventre. Commençait à sentir mauvais. Alors j'ai voulu lui dorer la pilule et je lui ai dit que ce qu'il avait était, d'après moi, une double phlébite, que c'était très arrangeable, mais pas ici, et qu'il était nécessaire qu'il rentre dans un hôpital. Et là-dessus, le médecin est arrivé. Le médecin, en 2 secondes, a compris. Commençait à gueuler parce qu'on l'avait appelé un peu tard, et le bédulet s'est taillé. Pendant 3 jours, on a eu la Suzanne à la maison. Elle lançait de temps en temps un coup de fil à l'hosto.
Et le troisième jour, on lui a dit que ça allait vraiment très bien, qu'il allait commencer à marcher, à se lever, qu'elle n'avait plus de soucis à se faire. Elle a raccroché et elle m'a dit « Eric est mort ». Et comme je n'avais pas entendu, moi, la communication, je lui ai demandé si on lui avait dit comme ça. Et elle m'a dit ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que ça allait bien, qu'il allait bientôt se lever. Et dans l'après-midi, elle recevait un télégramme de venir chercher Eric. Le lendemain, on est descendu en bagnole tous les deux. Il était à la morgue. Il y avait un grand mur plein de casiers. On a ouvert une porte et on a sorti Eric. Il était sur un brancard. Il était foutu au frigo. On a pris une autre bagnole et on l'a ramené à la cour. Et c'est là qu'on l'a enterré. Après, Bagulet, j'ai continué à aller un peu plus loin. J'ai, non pas découvert, puisque je les connaissais un peu, je les voyais, rencontré une autre famille. Le type était plus jeune, et je crois qu'il avait mon âge. Espèce de gros bonhomme. Toujours le sourire aux lèvres, la figure rougeotte. À qui je suis venu en demandant si sa femme avait des œufs. Il attendait ça sans doute depuis des mois et des années. Il m'a fait rentrer chez lui et sa femme a été longue à préparer les œufs dans des petits bouts de papier. On a commencé à discuter et très rapidement j'ai senti que c'était un drôle de gars, quoi. Un gars que je n'arrivais pas à comprendre, à saisir et qui, en plus des difficultés qu'il avait à exprimer ce qu'il avait envie de dire, en plus de la boisson qui était aussi pour lui son moyen de tenir le choc, était un gars qui m'échappait. Le mutilé, ben, sa guibole ne m'échappait pas, son histoire qui me cassait un peu les couilles était quelque chose. L'autre avec ses baromètres, c'était vraiment une histoire qui tenait le choc. Bagulet, ben, ça tenait mal le coup, mais je pouvais le voir, je pouvais le sentir. Ce gros mec-là, la première fois, mais les fois suivantes aussi, je le voyais mal. Et puis, petit à petit, il s'est mis à me poser des questions, comme les autres, savoir ce que j'étais, ce que je faisais, d'où je venais. Et c'est assez curieux, je dirais presque symptomatique. Le peu d'antennes que je peux avoir pour sentir des gars et m'approcher d'eux, surtout quand ils sont, enfin ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gars très, très renfermés dans leur boîte, j'avais une certaine répulsion devant lui chaque fois que je le voyais. Et je me suis fait non pas un point d'honneur, mais j'ai voulu aller plus loin. Il a commencé par me faire taper des lettres. Il était haineux envers des tas de mecs dans le village. Entre autres, déchaîné contre le gars des baromètres. Alors ça me faisait chier parce que quand je sortais de là, le gars des baromètres, lui, me guettait, me voyait sortir et rentrait précipitamment dans sa pièce. Alors je me suis mis à aller de l'un à l'autre pour essayer de connaître les deux versions de l'histoire. L'un me disait que l'autre était con et l'autre me disait que c'était celui que je venais de voir qu'il l'était. J'encaissais des deux côtés, jusqu'à ce que je finisse par comprendre que dans chaque village, comme dans chaque quartier, pour ne pas dire dans chaque maison, il y a vraiment une tête de con. Lui, c'en était une. Il s'est mis à bouffer à ce qu'il a cru être mon râtelier. Il a cru que j'étais un personnage, que parce que j'avais une voiture et une machine à écrire et que je pouvais lui taper ses lettres sans faute d'orthographe, alors que j'en faisais mais qu'il ne pouvait pas les voir, il s'est mis à croire qu'il allait pouvoir m'utiliser. Je n'ai pas attendu longtemps pour m'en rendre compte. Alors j'ai tourné les talons et ça a été fini. Je savais qu'il y avait dans le village même une mouche. Le gars
Le gars prêt à bouffer à tout ce qu'on peut tendre. L'utilisateur, à la fois le mercantile, non seulement le con, mais le salaud. Alors j'ai arrêté d'acheter des œufs chez lui. Il m'a plus revu. En bas de cette maison-là, un autre mec, qui avait, non pas dans le village, une réputation, puisque moi je ne connais pas beaucoup le village, et surtout à ce moment-là, mais quand on parlait de lui, c'était toujours avec un haussement d'épaule. Il y avait dans l'image que je me faisais de ce mec-là, que je croisais et qui tournait un peu la tête quand il me voyait, un type lui aussi de mon âge, c'est-à-dire assez jeune. Il y avait dans ce haussement d'épaule des gars quelque chose qui pouvait expliquer que non seulement on ne le comprenait pas, mais qu'il n'y avait pas à essayer de le comprendre. Non pas un con, mais l'épave peut-être du village. Le mec qui ne s'en sort pas, qui a une tripotée de marmailles autour de lui, dont la femme, ça je l'avais entendu, et parce que je l'avais vu à l'abreuvoir, avait le palais défoncé de naissance et qui ne paraît qu'en elle n'arrive pas à articuler. J'aurais peut-être dû commencer par elle.